Un mot quand même pour le présenter. Jean-Olivier Metz, vous savez, est le président de l'instance de régulation de l'audiovisuel et du numérique, qu'on connaissait avant sous le sigle Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA, et qui est depuis le 1er janvier l'ARCOM. Donc ça crée parfois quelques confusions, on se demande qui est qui, mais c'est la même institution élargie, puisque la suppression de l'ADOPI lui a élargi ses compétences et fait que maintenant, l'ARCOM joue un rôle à la fois de régulation du numérique et de l'audiovisuel. Voilà, merci beaucoup Jean-Olivier Metz d'avoir accepté de venir et d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, cher Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous et de pouvoir partager surtout l'expérience et le regard du régulateur audiovisuel et numérique, comme vient de le rappeler Fabrice, sur un sujet qui est de longue date au cœur des activités de le Conseil supérieur de l'audiovisuel hier, l'ARCOM aujourd'hui, qui est celui des désordres informationnels. Alors, ces désordres, ils sont pas nouveaux, je suppose que ça a été évoqué de la plusieurs reprises depuis ce matin, ils sont en réalité au cœur de l'histoire des médias et de l'histoire de cours, si on regarde les choses de près, mais c'est vrai qu'à l'ère numérique, ils ont connu et ils connaissent un développement sans précédent par leur ampleur, et qu'on voit bien le rapport récent de la commission présidée par Gérald Brunel à très bien démontré, beaucoup d'ouvrages qui viennent d'être publiés, il y a encore ce week-end, le très bon livre d'Henri Verdier et de Lucica sur le business de la haine, un effet très déstabilisant, en particulier pour les processus démocratiques, puisque nous sommes en période électorale, on sait l'impact que peut avoir, pas seulement à l'étranger, mais aussi sur notre territoire. Et face à ces effets délétères, donc bien connus, très présents dans nos actualités locales et internationales, j'ai la conviction pour ma part, dans un discours qui est généralement très sombre, qu'en réalité, nous sommes au début d'un sursaut collectif, d'une période de rebond pour lutter contre ces phénomènes. Et la régulation, bien évidemment, constitue l'une des principales clés de voûte de la réponse qu'il faut apporter à ces phénomènes. Et à ce titre, donc, l'ARCOM, pour ce qui concerne notre pays, se trouve placé aujourd'hui, par la volonté du législateur, au centre de ce dispositif, aujourd'hui et aussi encore plus demain, un double titre. D'abord au titre de nos missions traditionnelles de régulateur de l'audiovisuel, puisque la loi, pour reprendre ces termes, nous charge de veiller à l'honnêteté de l'information et des programmes qui concourent diffusés par les chaînes de télévision et les radios. Donc, nous avons une mission traditionnelle bien connue à l'égard des médias audiovisuels traditionnels. Et puis ensuite et surtout, par le biais de nos nouvelles compétences en matière de lutte contre la manipulation de l'information d'une part, et désormais contre la haine en ligne d'autre part. Donc, je vais peut-être commencer par évoquer le premier volet. Donc, dans le jargon, dans le langage interne à l'ARCOM, on évoque ça la déontologie des programmes. Nous avons parmi nous deux membres du collège qui sont là, Carole Bien-Mendes et Anne Recandeno, qui sont très familières de ces sujets. C'est une mission traditionnelle de l'institution. C'est celle qui nous vaut cette expression pour ma part de l'affection guerre, gendarme de l'audiovisuel. Si j'ai beaucoup de respect pour la gendarmerie, je ne trouve pas que notre mission est en réalité bien plus étendue que ça, et la régulation qui met en œuvre a des facettes beaucoup plus riches que la seule fonction coercitive que nous exerçons. Mais donc, c'est la mission qu'on exerce à l'égard de ces acteurs traditionnels, avec la célèbre formule que vous connaissez tous et que vous devez sûrement employer de temps à autre, mais que fait le CSA et désormais, mais que fait l'ARCOM. C'est un peu l'occasion pour moi, l'occasion fait de la ronde, donc de vous dire un peu ce que nous faisons, de façon générale, en période électorale en particulier, et je voudrais en dire donc quelques mots.
D'abord, pour rappeler que tous les services de communication audiovisuelle sont tenus de présenter une information honnête, indépendante et pluraliste. Depuis la loi Bloch de 2016, une portée législative à ces obligations, qui sont inscrites dans les conventions qui nous lient à chacun des médias que nous sommes appelés à réguler, donc chacune des chaînes qui sont autorisées dans ce pays, radio et télévision. Le régulateur donc, est chargé de respecter à ce principe. Et c'est quelque chose que nous faisons toutes les semaines. Donc, le collège de l'Arcom se réunit tous les mercredis donc pour une demi-journée, parfois une journée, en fonction des ordres du jour. Et chaque fois, l'ordre du jour, des sujets touchant à ces questions sont soumis au délibéré du collège. Et donc, chaque fois qu'on estime qu'un manquement à l'égard des obligations posées par la loi ou fixées dans les conventions qui sont conclues entre les éditeurs et nous, eh bien, l'autorité intervient auprès de la chaîne donc, pour rappeler l'éditeur à ses obligations. Alors, les exemples sont très nombreux. On a 40 ans de régulation derrière nous, donc je ne vais pas citer les multiples exemples d'intervention. J'en cite quelques-unes plus récentes. On a fait tout récemment à l'égard d'une chaîne, par exemple, puisque c'est l'actualité qui avait présenté un sondage de façon erronée, ce qui aboutissait donc à surestimer la percée d'un candidat. Nous l'avons fait aussi récemment sur une présentation par un animateur, une présentation fallacieuse et trompeuse d'une carte relative à la sortie du confinement au courant de l'année dernière. Quand un plateau, un journaliste laisse certains de ses invités présenter à l'antenne donc des faits manifestement erronés sans leur opposer de contradiction, ou sans permettre à d'autres points de vue de s'exprimer, nous sommes amenés à intervenir. Nous avons une règle sur laquelle nous sommes amenés à intervenir fréquemment, qui est la règle des sujets prêtant à controverse, qui impose aux médias audiovisuels, pour ces sujets-là, d'exposer une pluralité de points de vue pour que le téléspectateur puisse se faire une idée juste du sujet et puisse se faire au bout du compte une opinion. Et si on n'a qu'un point de vue unilatéral qui est présenté, le régulateur peut être amené à intervenir. Je cite un exemple récent, donc sur une émission, des déclarations d'un invité sur la reprise de l'épidémie étaient manifestement inexactes, n'avaient pas donné lieu à contradiction sur le plateau, et donc nous sommes intervenus pour mettre en demeure l'éditeur. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, donc, le défaut de maîtrise de l'antenne, puisque ce qui est imposé aux éditeurs, c'est en toutes circonstances de garder la maîtrise de l'antenne. Et donc, s'il y a un dérapage sur un plateau, celui qui maîtrise l'antenne à ce moment-là est censé intervenir, censé remettre de la contradiction pour contrer le propos problématique. Alors, en revanche, et ça c'est le point que je voudrais souligner avec insistance devant vous aujourd'hui, parce qu'on l'oublie toujours, la loi que nous mettons en œuvre, c'est la loi du 30 septembre 1986, intitulée Loi relative à la liberté de communication, et comme son nom l'indique, comme le dirait mieux que moi, M. de la Palisse, une loi de liberté. Elle est aux médias audiovisuels, ce que la loi de 1881 sur la liberté de la presse est à la presse écrite. Cette loi, elle énonce un principe, c'est son article 1, c'est la liberté de communication. Elle consacre donc la liberté éditoriale des chaînes, elle consacre ce principe constitutionnel qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme, donc la liberté d'expression. Et donc le régulateur n'intervient jamais sur la constitution d'un plateau, il n'intervient jamais dans les choix des éditorialistes et des journalistes, il n'intervient jamais dans le choix des programmes. On n'impose en aucune façon, bien évidemment, une ligne éditoriale à une chaîne de télévision ou à une station de radio, parce que notre première mission, et j'allais dire notre mission quotidienne, c'est bien évidemment protéger la liberté de communication. C'est une dimension de l'action du régulateur dont on n'a pas suffisamment conscience, mais je voulais vous dire très simplement, si nous suivions chaque semaine les saisines que nous recevons quotidiennement, si nous leur donnions une suite coercitive, il y a longtemps qu'il n'y aurait ni radio ni télévision dans ce pays,
car chacun de nos concitoyens, bien évidemment, a un point de vue sur chaque programme, sur chaque animateur, sur chaque journaliste, sur chaque ligne éditoriale, sur chaque programme qui est diffusé. Donc, notre première mission, c'est bien évidemment de protéger cette liberté de communication dans une approche libérale du terme, au sens employé dans un mot de Benjamin Constant ou de John Stuart Mill. C'est vraiment une approche libérale et une protection de la liberté de communication, une protection qui est consacrée dans notre droit. Si nous ne le faisions pas, parce que notre action est toujours placée sous contrôle du juge, c'est bien normal, nous agissons au cœur d'une liberté publique, une liberté de communication, eh bien nous serions assurément censurés. Donc, mais que fait le CSA? Il y a de bonnes raisons pour que le CSA, précisément, ne fasse rien. C'est au service aussi de vos libertés quotidiennes. Un humoriste, même de mauvais goût, a le droit de faire les plaisanteries qu'il souhaite faire sur les antennes de France Inter. Un éditorialiste a le droit de porter des convictions qui sont les siennes. C'est cette liberté aussi qui honore et qui est au cœur de notre démocratie. Au regard de ce principe, on intervient bien évidemment jamais a priori, on intervient toujours a posteriori, après qu'un programme ait été diffusé. C'est à ce moment-là donc on apprécie s'il y a eu manquement ou pas et si on a trouvé en jeu la responsabilité de l'éditeur. Donc notre action n'est jamais préventive pour la raison que je viens de rappeler, donc du fait qu'on agit au cœur de libertés fondamentales et la liberté d'expression et d'information. C'est une liberté qui rejoint un autre impératif, un autre principe auquel on est très attaché et auquel on est très attentif, qui est le respect du pluralisme des points de vue et des opinions. C'est un principe de nature constitutionnelle dans notre pays, donc ça se retrouve dans notre Constitution, qui est décliné dans la loi. C'est une singularité de notre modèle français, hein, donc on est un des rares pays qui oblige les médias audiovisuels à présenter une pluralité de points de pensée, et notamment politique, ce qui est bien évidemment particulièrement le cas en période électorale. C'est un objectif, celui du pluralisme, consubstantiel au débat démocratique, vous comprenez bien pourquoi, c'est permettre à toutes les forces politiques, quelles qu'elles soient, puissantes ou faibles, de pouvoir exposer et avoir accès aux médias audiovisuels pour exposer leurs idées, et permettre aux Français, dans ce panorama de l'offre politique, d'entendre les points de vue et ensuite de pouvoir faire leur choix en connaissance de cause et en toute liberté. Donc c'est un des piliers de la qualité de l'information et sa remise en cause peut être une cause majeure, bien évidemment, de désordre informationnel. C'est quand même intéressant d'observer, et ce n'est pas banal, que sur notre continent aujourd'hui, la Commission européenne vient de lancer un chantier très important, qui est porté notamment par le commissaire Breton, un projet de nouveau règlement qui sera intitulé European Media Freedom Act, qui est un nouveau règlement destiné à protéger l'indépendance des médias. Projet qui met notamment, compte tenu de ce qu'on observe à Prague, Varsovie ou Budapest, mais pas seulement. Sur ce continent qui a en partage des valeurs démocratiques, la nécessité d'assurer la protection des médias, d'assurer leur liberté et d'assurer leur indépendance, dans un moment où nous voyons bien des forces politiques qui ont moins cette préoccupation au centre de leur projet, peuvent porter des visions différentes, cette nécessité s'impose pour garantir précisément cette valeur du pluralisme. Le débat d'idées, même sous des formes polémiques, je le redis ici, a toujours toute sa place sur les antennes, et le régulateur, dans cette approche-là, n'est bien évidemment en aucune façon un tribunal de l'opinion qui déciderait ce qui peut être dit ou ne pas être dit, tout simplement, parce qu'une démocratie ne pourrait fonctionner de cette façon. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme le dit très clairement, la liberté d'expression, c'est aussi entendre ce qui heurte, ce qui choque. L'intérêt de la liberté d'expression, c'est cette part de la conversation qui nous permet d'entendre un point de vue différent de celui qui est le nôtre, de nous interroger sur ce point de vue différent du nôtre, de faire évoluer notre mode d'approche, notre mode de pensée,
C'est de cette conversation qui nourrit notre vie démocratique quotidienne que nous arrivons à progresser collectivement dans nos sociétés. Et donc, c'est bien normal que cette liberté soit très précieuse et protégée. Les prérogatives de régulateurs ne peuvent par ailleurs pas remplacer l'exigence déontologique qui est inhérente au travail des rédactions. C'est au cœur de la responsabilité du journaliste, ni bien évidemment se substituer au rôle du juge pénal, qui est seul compétent pour connaître de la responsabilité des auteurs. Nous intervenons vis-à-vis des éditeurs. Un dérapage sur une chaîne, c'est l'éditeur qui est mis en cause, et jamais la personne qui s'exprime. La personne qui s'exprime engage sa responsabilité devant le juge judiciaire. M. Zemmour a pu déraper sur l'émission qu'il faisait sur CNews. Les sanctions que nous avons prises, c'était des sanctions contre la chaîne qu'il employait, et lui a engagé sa responsabilité et a été condamné par le juge judiciaire, donc c'est naturellement la responsabilité. Donc il y a cette dualité qu'il faut bien avoir en tête. Le juge pénal reste bien évidemment seul compétent pour connaître la responsabilité des auteurs, même si nous veillons à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence, et qui peut être amené à mettre en demeure des chaînes ou à les sanctionner pour des propos qui ne sont pas acceptables au regard des dispositions de la loi. Donc au-delà de cette mission historique, l'ARCOM, aujourd'hui, cette nouvelle autorité de régulation, s'est vue confier ces dernières années donc, de nouvelles responsabilités pour combattre d'autres causes de désordre informationnel qui sont tout aussi préoccupantes, si ce n'est davantage. Donc, c'est les phénomènes de manipulation de l'information et de haine en ligne. Alors, contrairement à la haine en ligne, la diffusion de fausses informations a toujours existé sous différentes formes. Des thèses complottistes, des mensonges, des rumeurs, des calomnies ont ponctué l'histoire de France depuis toujours. Et ces fausses informations sont parvenues souvent à rencontrer leur public, ce qui traduit la force d'attraction qu'elles peuvent exercer. Et je crois qu'un auteur en a très bien parlé, c'est Jean de La Fontaine, dans Le statuaire et la statue de Jupiter. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Et donc, plus de 300 ans après la rédaction de ces deux magnifiques, la technologie a offert un formidable accélérateur à la propagation d'informations erronées ou manipulées. L'avènement des plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de partage de vidéos, a donné à ces tendances anciennes un écho, une ampleur sans précédent, leur conférant par là une puissance et un rôle fondamental dans nos démocraties. Et nous sommes chaque jour confrontés à une masse inédite d'informations non hiérarchisées, souvent non vérifiées, alors que la rareté de l'information, son accès limité à un petit nombre de lecteurs privilégiés, était auparavant l'un des principaux freins au développement de ces fausses informations. Aujourd'hui, près de 2/3 des Français déclarent être confrontés au moins une fois par mois à une fausse information. 44% d'entre eux le sont une fois par semaine ou plus. Et ces proportions s'élèvent à 70%, donc pour ceux qui s'informent surtout sur Internet. Alors l'arsenal législatif s'est progressivement étoffé pour contrer ces phénomènes. Donc cette première étape a été la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui impose à ces plateformes en ligne de mettre en place des dispositifs de signalement face aux informations manipulées, de déployer des mesures complémentaires, par exemple en termes de mise en avant de contenus fiables et de moyens humains pour assurer la modération. Et le régulateur, donc l'ARCOM, se voit confier une mission donc, de contrôle de la mise en œuvre de ces obligations de moyens. Et nous dressons donc un bilan annuel de leur action sous forme d'un rapport à consulter. On va produire notre troisième rapport cette année, qui est destiné au Parlement. Et dans ces rapports, vous verrez, on a beaucoup insisté sur les deux premières productions, sur la nécessité d'augmenter ce qui est au cœur de ces dispositifs et la transparence des algorithmes qui sont utilisés pour promouvoir ou recommander des contenus. Il ne s'agit pas tant de connaître le secret des affaires, de connaître la mécanique exacte de ces algorithmes, mais de comprendre ce que produit l'algorithme et pourquoi il produit le résultat qu'on connaît, pourquoi tel contenu a été mis en avant et aussi comment il est monétisé. Ce sont des sujets très intéressants qui sont très bien évoqués dans le monde que j'ai évoqué tout à l'heure sur le business de la haine. C'est bien d'autres. Il y a beaucoup de publications intéressantes sur ce sujet ces dernières années.
Cette question de la transparence des algorithmes est bien sûr au cœur du débat. Elle est au cœur, en tout cas, des demandes du régulateur. Pour bien réguler, bien évidemment, il faut avoir accès aux données. Et donc, l'obligation pour ces acteurs d'exercer une mission de transparence à notre égard est bien sûr centrale. Notre droit, c'est aussi adapté aux menaces qui sont représentées par les ingérences numériques étrangères, en particulier en période électorale. Donc, la loi de 2018 que j'ai citée prévoit notamment, c'est le cas en ce moment, que pendant les 3 mois qui précèdent le premier tour du mois d'élection du président de la République, des sénateurs ou des députés, le régulateur peut ordonner jusqu'à la fin des opérations de vote la suspension de la diffusion d'un service audiovisuel placé sous l'autorité d'un État étranger et qui diffuserait de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer le résultat du scrutin. Et nous travaillons très étroitement avec un nouveau service de l'État qui a vu le jour très récemment, qui est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, le service Vigilum, qui est placé auprès du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Nous sommes dans la gouvernance de ce nouveau service et en liaison bien évidemment étroite avec eux, singulièrement dans la période électorale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'avènement d'Internet et des réseaux sociaux s'est également accompagné d'un autre désordre informationnel, c'est la multiplication des contenus haineux. Alors, le législateur s'est saisi à plusieurs reprises de ce sujet, parfois de façon malheureuse, notamment des interventions très spectaculaires du Conseil constitutionnel en la matière, qui est assez naturel, là aussi, s'agissant de bien protéger nos libertés publiques. Donc, on a eu d'abord la création en 2020 d'un observatoire de la haine en ligne, qui est placé auprès du régulateur, auprès de l'ARCOM, c'était le résultat de la loi Avia. Observatoire donc, qui associe l'ensemble des plateformes concernées, des associations qui sont intéressées par ces questions, les pouvoirs publics, les chercheurs, comme son nom l'indique, c'est un observatoire. Et puis plus récemment, donc, la loi confortant le respect des principes de la République, ce qu'on appelle la loi séparative, donc la loi du 24 août dernier, a instauré donc, une régulation des contenus à caractère haineux et illicite en ligne, et a doté donc l'ARCOM d'une mission de contrôle du respect d'une série d'obligations imposées à ces acteurs et d'un pouvoir de sanction pécuniaire en cas de manquement. C'est une loi qui rentre en vigueur en ce moment. Le décret d'application a été publié à la mi-janvier et nous sommes en train de travailler à la mise en œuvre de ce texte. Et puis, étape nouvelle très importante, je le disais en introduction, l'Union européenne s'est également saisie de ce défi à travers un projet de règlement qui va aboutir prochainement, qui va avancer fortement sous présidence française. On est rentré dans la phase finale, une procédure dite de trilogue, qui associe les 3 parties à la gouvernance de l'Union, à la mise et à l'adoption de ce texte. C'est le DSA, le Digital Services Act. Il y a un peu plus de 20 ans, avec la directive e-commerce, va imposer à ces grands acteurs systémiques de l'Internet un régime d'obligation beaucoup plus contraignant, un nouveau cadre de régulation qui sera, je dirais, assez pionnier de façon mondiale. C'est vraiment une approche où l'Europe essaie de trouver un modèle de régulation respectueux des valeurs du continent, des libertés d'expression, et en même temps répondant mieux à l'attente des opinions publiques d'une plus grande protection face aux excès que l'on constate de tous ces contenus illicites qui sont véhiculés par ces acteurs. Et donc, avec ces nouvelles missions, dirigées vers des acteurs très différents des éditeurs traditionnellement dans notre champ, c'est en fait un nouveau modèle de régulation qu'on est en train d'essayer d'inventer. Il ne s'agit pas, comme je le lis parfois, de réguler Internet. Il n'y aurait aucun sens. Internet reste un espace de liberté. On ne s'adresse pas, bien évidemment, à quelques grands acteurs, les acteurs systémiques de l'Internet. Il ne s'agit pas non plus de contrôler les contenus en ligne. C'est là où cette régulation diffère de la régulation des médias traditionnels. Ce n'est pas l'ARCOM avec ses petits bras qui pourraient couvrir après des centaines de millions d'informations qui circulent à chaque seconde sur chacun de ces réseaux. On ne va pas aller saisir l'ARCOM de chaque contenu haineux, de chaque fausse information qui circule.
c'est une régulation d'une nouvelle approche où la loi impose des obligations de moyens à ses acteurs, où le régulateur est chargé d'une mission de supervision de la mise en œuvre de ces moyens avec un pouvoir de sanction. Le juge, bien évidemment, garde toute sa place. Si on veut progresser sur ce sujet, il faut aussi que le juge puisse intervenir, puisse sanctionner. On engage une responsabilité, malgré l'anonymat, c'est important de le dire. Il faut aussi, c'est très important, cher Fabrice Almeida, que le monde académique puisse jouer pleinement son rôle. Nathalie Sona, que je salue éventuellement du collège, il faut aussi que les forces académiques puissent jouer leur rôle, un élément de débat, et donc de ce point de vue-là aussi, le monde académique puisse avoir accès aux données pour remplir son rôle. C'est donc la mise en œuvre d'une série d'acteurs qui nous permettra de progresser, et puis il faut bien évidemment que les plateformes elles-mêmes se mettent en mouvement. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est ça la période que nous vivons. La régulation des médias audiovisuels, elle est très ancienne. Ces médias ont une longue histoire maintenant devant eux. La régulation en France, elle a 40 ans. Aux États-Unis d'Amérique, la régulation de l'audiovisuel plus pionnière avec la FCC a vu le jour au début des années 30. Il y a une grande profondeur. C'est des médias que nous sommes habitués à savoir réguler. Et donc, même si, en tant que téléspectateurs ou auditeurs, on est frappé parfois par certains excès qu'on aimerait moins importants, c'est quand même des univers qui sont régulés. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se mettre en place pour ces acteurs. On est encore loin du compte. La route sera bien sûr longue. Mais le mouvement est lancé parce que les opinions publiques ont bougé. Quand vous plongez au début des années 90, quand Internet civil a commencé à connaître vraiment ses premiers développements, ou encore au début des années 2000, la vision libertarienne, culture hippie dominait l'univers d'Internet, ce nouveau paradis sur Terre où enfin une liberté absolue pouvait régner, un espace de dialogue, un espace de démocratie, un espace d'accès au savoir, un de paradis. Et l'urgence, c'était surtout que les États n'interviennent pas. Toutes les réglementations qui sont mises en place au début des années 2000, à l'époque où les Google, Facebook, Twitter, TikTok, personne n'en a mis Garando, n'existaient pas. Toutes ces réglementations, elles se sont mises en œuvre dans une approche très libérale qui a privilégié la liberté du marché. Et c'est le cas en Europe avec la directive du commerce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, on a vu les excès que cette réalité donnait, la prolifération de contenus illicites, fausses informations, haine en ligne, et les opinions publiques se sont mises en mouvement. Elles sont mises en mouvement parce qu'elles ont constaté l'utilisation frauduleuse de nos données individuelles, Cambridge Analytica, des mouvements très choquants, ce qui s'est passé à Christchurch, un massacre retransmis en direct pendant 17 minutes sur Facebook. Et donc, sur tous les continents, en Europe, aux États-Unis, les États ont voulu reprendre la main. Les Allemands légiféraient en 2016, la France a commencé à légiférer à partir de 2018, l'Union européenne est en train de légiférer. L'administration Biden a exprimé sa préoccupation et sa volonté de faire bouger les choses. Une déclaration récente de ces jeunes salariés de Facebook, Frances Haugen, devant le Congrès des États-Unis, il y a eu un effet important sur la prise de conscience aussi de la classe politique américaine sur ces questions. Et donc la régulation est en train de se mettre en place avec, comme je le disais en Europe, un tiers modèle, qui n'est pas le modèle chinois d'intervention de l'État pour réguler de manière brutale ou signal, ni un modèle ultralibéral dont on connaît les excès, une voie moyenne, respectueuse des valeurs de démocratie, de liberté, et en même temps soucieuse de protection des publics. Donc c'est une période en réalité assez formidable, parce que c'est quelque chose qu'il faut construire, il faut qu'on arrive tous à construire, il faut qu'on arrive à construire par notre comportement individuel, bien évidemment. Très facile derrière l'anonymat de balancer des horreurs sur son compte Twitter à l'égard de tel ou tel. C'est mieux de se policer. C'est l'occasion pour les États de légiférer, et on ne peut pas laisser la régulation simplement à ces acteurs par des conditions générales d'utilisation fixées par des acteurs privés. C'est aux États démocratiquement désignés de fixer la règle du jeu. C'est au monde académique, je l'ai dit tout à l'heure, de se saisir de ce sujet, et puis c'est aux plateformes, bien évidemment.
Et le constat aussi que je voulais partager avec vous, c'est même si on est très loin du compte aujourd'hui, c'est que les plateformes se sont mises en mouvement. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elles ne font rien, même si elles ont encore beaucoup à faire. En tout cas, ce qui est tout à fait intéressant dans la période actuelle de pour nous tous, c'est de construire ce nouveau modèle de régulation. Et en tout cas, pour le régulateur que nous sommes, c'est un horizon et une perspective qui se présente un petit peu comme une nouvelle frontière, pour reprendre l'expression célèbre. Voilà, donc merci de votre patience et de votre écoute. Et puis, bien sûr, je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser quelques questions.